en Belgique, à la plage, il peut faire un peu frisquet. Alors on y vient tout habillé ou avec son cheval. Et à Bruxelles, ce sont plutôt les monuments que l'on habille. Voilà, Mannequin Peace en Dracula. Voilà. Et hop, le pipi. Voilà. Ici, on peut voyager sur le toit du train. Et les gares sont comme des palais majestueux. Donc, pour essayer d'atteindre le point le plus haut du plat pays. Pour retrouver la Micheline de son enfance. Je reconnais un peu le côté formica. Le formica. Le formica De la cuisine de leurs grands-parents. Mais de la cuisine de mes grands-parents, exactement. Et pour faire l'hélicoptère avec son pied, Le train, c'est... Le train, c'est pas mal. la Belgique, nos voisins, les amis qu'on adore taquiner, mais chez lesquels on revient toujours avec le sourire aux lèvres pour ce je ne sais quoi qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai décidé de commencer mon voyage à Namur. Ici, quand on veut se détendre un peu, on s'habille en rouge et blanc. On se hausse fièrement et on essaye de faire des croche-pattes à son voisin. C'est dangereux. C'est dingue ce truc. Ah, c'est vraiment étonnant. Alors donc le but c'est de donner un coup de pied, c'est de faire un croche-pied en fait. En fait, il n'y a pas vraiment de règles. Tous les coups sont permis. Donc, Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Alors tu vois là, il y a des grands coups qui se donnent. Parfois, il y a des gens qui s'attrapent comme on voit ici. Ah oui, Ça s'appelle oh là une là. génuflexion. On va jouer avec La l'équilibre. génuflexion. La génuflexion. D'accord. Je la connaissais pas comme ça. Ah ben celle-ci est un peu plus costaud, on va Oui, dire. oui, c'est une version virile. Ouais, voilà, exactement. Ah. Oh là là. Et puis il y a une dernière Ah, phase. qu'est-ce qu'ils font là? C'est la Ça, génuflexion. c'est la ça génuflexion. Alors c'est quelque chose de super technique. Alors c'est quoi le but là? Le but, c'est d'essayer de déséquilibrer l'adversaire tout en gardant son propre équilibre et en jouant avec sa force pour essayer de le pousser, pour vraiment le porter à la faute en fait. Alors vous allez me dire, d'où ça vient cette histoire des chasses? Eh bien, au Moyen-Âge, il y avait souvent des inondations à Namur. Et les habitants se sont dit qu'en grimpant sur des échasses, ils pouvaient garder les pieds au sec. Aujourd'hui, c'est plutôt un sport. Ceux qui mettent 2 pieds à terre sont éliminés. Et là, au bout de quelques minutes, c'est l'hécatombe. Il n'en reste que 2. Ça va vite en fait, hein, ça tombe. Hein. C'est pas chorégraphié, c'est pas théâtralisé, c'est une vraie joute. C'est une vraie joute. Donc les gens, à un moment, ils sont fatigués, épuisés, physiquement, il y a tous les muscles qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'ils essayent là? Ils essayent de voir la flèche adversaire. Il y a bien un moment où l'adversaire, à un moment, est un petit point de déséquilibre. Ils vont essayer de trouver le bon moment pour frapper. Oh, c'est Justin qui gagne. Et voilà le vainqueur. Voilà. Comment il s'appelle le vainqueur? Justin Zenki. Gustave, bravo. Bravo. Ah, félicitations, hein, bravo. Vous l'avez tous battus. Ouais. C'est de la chance, vous allez monter maintenant. Non, 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 pas tout de suite. Ah,
Faut faire monter absolument. Faut me faire monter? Ah ouais. Ah, c'est maintenant. Ah, c'est un pied- mais je venais juste vous féliciter, je venais pas. Mais la tradition, c'est que les invités d'honneur montent sur les échasses chez nous. On vous aide. Alors, je t'explique peut-être. Mais je sais pas comment monter là-dessus. Alors, moi. c'est comme d'abord comme une marche d'escalier. Donc, tu vas mettre le pied sur lequel tu te sens plus à l'aise pour pousser. Tu Comme vas- une majesté. Voilà, tu vas le pousser le plus loin possible contre l'arceau. Mais je vais tomber. On va te tenir, on sera derrière toi. Allez. Oui. 1, 2, 3. Tu vas les passer dans ton dos, passer dans ton dos, passer dans ton dos, passer dans ton dos. Non. Ça tremble, ça tremble. Un chapeau? Passe-moi une paire d'échasses. Je ferais bien un pas, mais si vous êtes 4 Tu dois vraiment plier tes genoux. Tu dois vraiment plier tes genoux. Plier les genoux. Mais plier en marchant. Donc, c'est comme si tu montais des Ah escaliers. Ton poids vers l'arrière. Oh mon Dieu. C'est horrible. Mais comment vous faites pour tenir debout là-dessus? L'habitude. C'est quoi le secret? Le secret, c'est de pas garder le sol. L'épaule en arrière? Les épaules en arrière, ton dos bien droit. C'est vraiment une technique où tu Lier les marches genoux. normalement en fait. Voilà. Voilà. Ça, c'est bien. Et on ne regarde pas le sol, parce que si on regarde le sol, on l'a attiré vers lui. Bah, je suis pas prêt pour le combat, hein, je vous dis tout de suite. Je peux redescendre, chef? Tu mets les mains devant. On met les mains devant. Oh là là. Les poings devant. Mets les poings devant. Philippe, comme ça. Comme ça? Voilà. Il y a un ascenseur? On sort un pied. Un seul, et on va en arrière. Quelle technique quand même. Hein. Moi, je trouve que je pourrais quand même mener un peu la barque. Moi, je pense que la prochaine fois, c'est toi qu'on doit mettre devant. En fait. Oh magnifique. Après cette démonstration, tout en souplesse et en équilibre, je vais aller prendre un train. Un train bien tranquille, un train de tous les jours, à quelques kilomètres de Namur. En Belgique, il y a beaucoup de trains. C'est même l'un des réseaux ferroviaires les plus denses au monde. Me voilà dans une petite gare à Otigny. Bonjour et bienvenue à bord de ce train S20 à destination de Wavre et Louvain. Nous vous souhaitons une très belle journée. Prochain arrêt, Limalza. J'ai une petite question. Oui. Je vous embête un petit peu? Non. Bon, là, vous venez de faire les annonces en français. Oui. Or, je crois savoir qu'en Belgique, Il y a les deux là. il y a Oui. trois même avec l'allemand. Oui. Si dans le train, il y a des passagers qui parlent flamand, ils n'ont pas compris ce que vous avez dit. Non, parce que la loi belge veut que sur le territoire francophone, je ne parle qu'en français. Territoire flamand en flamand. Territoire bruxellois bilingue, les deux langues. Et donc, si je suis francophone et que je prends un train côté flamand, je vais rien comprendre à vos annonces. Non. Mais c'est- Mais si vous vous adressez à moi, à l'accompagnateur, il n'y a aucun problème. Ah oui. À ce moment-là, on va vous répondre. Vous acceptez quand même de me répondre dans la langue, dans ma langue. Absolument. C'est à moindre des choses, que ce soit espagnol, anglais, on essaye. D'accord. Mais et pourquoi vous faites pas dans les deux langues Parce tout que la simplement loi ne nous l'autorise pas. C'est la loi. Oui, oui. La partie wallonne, partie flamand. Ah, mais dis donc, ça rigole pas. Hein. Non. Non, pas toujours. Pas toujours. Et donc, vous devez parler les deux langues. Oui. Maman est d'origine anversoise, papa d'origine liégeoise. Ah, donc vous avez les deux en tête. Donc, quand on était petit, je vais faire mon arrêt ici. D'accord, ok, allez-y, allez-y. C'est bon? Oui. On est à l'heure? On est tout à fait à l'heure. Très bien. Ok. Bon. Et donc, là, sur ce trajet, il va y avoir des annonces en flamand? Il va y avoir des annonces en flamand, oui. D'accord. Dans combien de temps à peu près? Je vais aller un petit peu tricher Tricher? Comment ça, tricher? sur ma feuille. Ah, pour avoir la réponse? Pour avoir la réponse vers 11h31, dans une petite demi-heure. C'est bien. Bon, Oui. écoutez, je vous écouterai. Ah, en flamand. Bien. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne journée. Je n'ai pas pris ce train tout à fait par hasard. J'y ai donné rendez-vous à Alain Gerlach, journaliste et auteur, entre autres, de La Belgique pour débutants. C'est exactement ce qu'il me faut. Et Je suis wallon. parce que j'ai discuté avec
responsable du train. Les langues, j'ai l'impression que c'est toujours un sujet assez sensible ici en Belgique. C'est toujours le cas? Oui, ça reste un sujet très sensible. Il y a une explication historique, mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que la Belgique, c'est pas un État bilingue dans le sens où on parlerait les deux langues partout. Il y a vraiment une partie flamande en Flandre, une partie francophone du côté de la Wallonie, et à Bruxelles, on peut parler les deux langues. Mais tout ça est très codifié. Mais alors, moi, ce qui m'a paru dingue dans ce qu'elle m'a dit, c'est que elle devait faire les annonces en français, mais seulement en français, dans la partie francophone, Voilà. et en flamand, mais seulement en flamand, elle ne va pas faire dans les deux langues. Non. Ça me paraît dingue. Chaque région a une langue et on ne peut pas mélanger les deux langues, en tout cas administrativement. C'est évident que dans la vie de tous les jours, les gens parlent les langues qu'ils veulent. Donc c'est vraiment deux mondes qui se regardent, mais finalement communiquent peu. Alors on a quand même un certain nombre d'intérêts communs, évidemment. Hein. On va ensemble à l'Eurovision, une année en français, une année en néerlandais. On a toujours une équipe nationale de foot. Donc il y a quand même des choses qui nous rassemblent. Mais politiquement, c'est vrai qu'on a tendance à essayer de gérer les choses de chaque côté. Et la question des langues reste une question quand même très sensible, en effet. Et alors, par exemple, si la chef de bord se trompe, fait une annonce en flamand alors qu'elle est côté français ou l'inverse, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'habitude, rien. Mais il peut arriver, et c'est arrivé encore récemment, qu'il y ait quelqu'un qui s'en offusque et qui donc décide de porter plainte auprès de ce qu'on appelle la commission de surveillance linguistique. Ah oui? Oui, ça existe. Il y a une commission de surveillance linguistique. Sur l'emploi des langues, pour être sûr qu'on emploie bien le néerlandais en Flandre et le français dans la partie francophone, en tout cas administrativement, et introduira une plainte, et la société pourrait en effet être sanctionné si ce n'a pas été le cas. Mais bon, c'est quand même extrêmement rare et plutôt du côté flamand que francophone. Et donc le flamand est plus sensible. Le flamand est plus sensible parce que, historiquement, la Belgique a été conçue comme un État francophone et les Flamands ont dû se battre pour la reconnaissance de leur langue et de leur culture. C'est ça quand même l'origine de tous les problèmes. C'est le fait qu'on a voulu faire de la Belgique un État francophone contre la langue et la culture de la majorité de la population, qui a dû se battre pour être reconnue. Oui, parce que la majorité de la population parle flamand. Oui. C'est quel pourcentage? Alors, c'est à peu près 60-40. Ah, c'est ça, d'accord. Ah, je comprends. Et alors, moi, il y a un truc, là, on est à Pécro. Oui. Et moi, ça me rappelle quelque chose que vous dites. C'est une vieille histoire, ça a plus de 24 ans. Oui. Il y a eu un accident de train ici. Voilà. Et une des causes de l'accident, c'est justement qu'il y avait deux centres de contrôle qui ne parlaient pas la même langue, qui ne se comprenaient pas. Le point de départ, c'est qu'il y a deux trains qui partent en sens différent sur la même voie. Les deux trains qui arrivent face à face. Ils arrivent face à face. Et donc, la collision est inévitable. Elle se produit en effet à Pécro. Pourquoi? Parce que le responsable de Wavre parle en français et le responsable de Louvain parle en néerlandais, aucun des deux n'étant bilingue, ils n'ont pas pu se comprendre. L'accident était inévitable et il a malheureusement été très grave. 8 morts, 12 blessés, etc. Un accident très spectaculaire et qui a beaucoup marqué l'opinion. Ouais. Au-delà des problèmes ferroviaire, aussi parce que c'était une illustration des difficultés, en effet, que peut poser à certains moments cette incompréhension entre les Flamands et les francophones. Beste reizigers, onze volgende halte zal Leuven zijn. Eindstation voor onze trein. Flamand. We wensen u allen een heel fijne dag. Dank u. On vient de franchir la frontière linguistique. Aujourd'hui, la sécurité ferroviaire a été améliorée. Je suis en terre flamande. Et de train en train, j'arrive à Bruxelles. Et là, attention, prenez des notes, ça se complique. À Bruxelles, on est en Flandre, mais on parle beaucoup français. Oui, car Bruxelles est la seule ville de Belgique officiellement bilingue. Et à Bruxelles, il y a une majorité de francophones. Voilà. J'espère que vous suivez. Le personnage le plus célèbre de la ville, celui qui attire les visiteurs du monde entier, c'est le célèbre Manneken-Pis. Alors voilà. Il est habillé, je pensais pas qu'il était habillé. Et
Et il fait pipi, effectivement, à travers son manteau. C'est bizarre. C'est vrai que c'est une toute petite statue. Hein. Il aurait été classé parmi les sites touristiques les plus décevants d'Europe, voire du monde. Ce qui est sévère, quand même. Parce que la statue est toute petite, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Mais moi, je trouve pas. Je trouve que c'est marrant. Il a une bonne tête. Et il fait quand même pipi à la face du monde. Et ce que l'on sait peu, c'est que le Manneken Pis a son habilleur personnel. C'est l'official dresser. C'est la grosse attraction. Ah oui. Official dresser, ça doit être un... Habilleur officiel, ça doit être un sacré titre. Je pense que j'ai le dos le plus célèbre de la Belgique, parce qu'on me voit toujours de dos, mais on ne voit pas mon visage. Et il fait toujours pipi pendant que vous l'habillez? Heureusement, non, j'ai la clé pour couper l'eau. Sinon, je me noierais. Ah bah là, on le voit tout nu. Je me demande si je le préfère pas tout nu. Ah, il y a même un masque. Ah là là, mais c'est Dracula! C'est Dracula, j'espère qu'il ne va pas me mordre. Et vous avez le trac quand vous l'habillez devant tout le monde, comme ça? Non, ça va, parce que je ne vois pas les gens. Mais non, ça va. Voilà. Comme ceci. Voilà, Manneken Pis en Dracula. Voilà. Bravo! Voilà. Et hop, le pipi. Moi, je trouve pas que c'est le site touristique le plus décevant d'Europe. Regardez, c'est rigolo. Ah, voilà. C'est bien. J'aime bien vous voir de face aussi. Ah oui, ça fait plaisir. Parce que c'est vrai, c'est surtout votre dos qui est célèbre. Exactement, tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que le Manneken Pis fait pipi? Disons qu'il y a des légendes autour de Manneken Ouais. Pis. Moi, j'ai entendu dire que c'était un petit garçon qui avait éteint un incendie en faisant pipi. Effectivement, c'est une des légendes les plus connues. Il y avait une bombe qui allait faire exploser Bruxelles et la mèche passait par ici. Et ce petit garçon est passé par ici et il a vu la mèche. Il s'est dit comment je peux faire pour sauver la ville. Il a fait pipi sur la mèche. Ah, c'était une bombe en fait. Oui, c'était une d'accord, bombe. ok. Voilà, et puis il y a d'autres histoires avec une sorcière qui habitait ici au coin de la rue et un petit garçon venait faire pipi tous les jours sur sa porte. Pour le punir, elle a changé en bronze dans la position dans laquelle il était. Ah, c'est bien aussi. Voilà, il y en a plusieurs. Et laquelle est vraie? Elles sont toutes vraies, elles sont toutes fausses. Voilà, ce sont des légendes qu'on a inventées par la suite, mais D'accord. voilà, c'est sympa les légendes. Ben oui. Et ce n'est pas tout. Il y a encore plus fort. On est en Belgique. Certains jours, Manneken Pis fait pipi de la bière. Et Dracula oblige, la bière doit être rouge. Rouge sang. Ce qui exige un peu de doigté. Oh, mais il n'y aurait pas une sorte de triche sur le zizi? Je sais pas si je peux me permettre. Un petit peu, disons que on n'utilise pas le même tuyau qui fait pipi que le tuyau qui débite la bière. Alors, c'est quand même une information très importante. Le Manneken Pis a un double zizi. Voilà, tu peux ouvrir doucement. Ah! Stop, arrête. Oh là là! Je le crois pas. Manneken Pis fait pipi du sang parce qu'il ressemble à Dracula. Le sang, c'est de la bière, le tout en chanson. C'est beau. C'est la Belgique. Ah! Il arrose la foule! Il arrose la foule! Bien sûr.
Mais pourquoi il arrose la foule? Ah, mais ça serait partie du folklore, ça. C'est ça la surprise. Mais ça n'arrête pas, il y a une surprise toutes les 10 minutes en fait. C'est n'importe quoi. Ah, mais oui, bien sûr. Mais écoutez, c'est du n'importe quoi. La zouance bruxelloise, c'est du n'importe quoi. La quoi? La zouance bruxelloise. C'est quoi la zouance? La zouance, c'est la blague, l'esprit, Ah ouais. l'esprit comique. C'est se foutre un peu de la tête des gens comme ça, mais l'air de rien, quoi. Eh ben merci beaucoup. Vive la zouance. Ah, ça rime avec Vive la France. Je crois que je commence à comprendre. La zouanze, c'est ce petit je ne sais quoi dans l'air qui flotte un peu partout. Il y a comme une malice, un côté joueur, et même à la gare. À Bruxelles, j'ai repéré un petit train, pas comme les autres, vraiment très petit. J'adore. Et on dirait des gens qui jouent au train miniature, mais qui n'est pas miniature, mais qui n'est pas un vrai train non plus. Oui, on n'est pas des trains miniatures. C'est-à-dire, on ne fait pas du train jouet en grand, mais on fait du vrai train en petit. Vous voulez dire que c'est des vrais trains, mais réduits à l'échelle, en fait? À l'échelle du 8e. Du 8e. Et donc, nous avons tous les problèmes des vrais trains, mais 8 fois plus petits, c'est-à-dire avec des précisions de l'ordre du centième de millimètre. Vous voulez dire que ce que vous faites, c'est encore plus difficile que les vrais trains? Oui. On va prendre un exemple. Un wagon comme ça. En toute modestie, évidemment. Oui, mais un wagon comme ça, qui fait 77 kilos, vide, mais chargé, il fait 600 kilos. Chargé de quoi? De personnes, parce qu'ici, on peut mettre 7-8 personnes sur un wagon. Mais comment ça? Non, Vous ça ne mettez pas des gens là-dedans, c'est trop petit. Dessus. Ah, c'est fait pour s'asseoir? Oui. Ah, nous avons 3 systèmes. Nous avons donc ou bien... Attendez, on peut parce avoir que je découvre. Donc ça, c'est un siège? C'est un siège à califourchon. D'accord. Donc c'est une reproduction de vrais trains, Oui. en petit, sur lesquels on peut s'asseoir. Ah oui, dis donc. Et nous transportons environ 30 000 personnes par an. Vous transportez des gens? Pour aller où? Ici, on a un réseau de 2500 mètres et on est parti pour un petit quart d'heure. Alors, les enfants, ils adorent. Ils adorent complètement. On fait des anniversaires, on fait plein de trucs. Et puis, les enfants d'autrefois, on aime aussi. Les enfants d'autrefois. J'aime bien Nous avons l'expression. plus de 120 membres ici. Ah oui? Nous avons des vraies locomotives à vapeur qui fonctionnent réellement avec de l'eau et du charbon. Mais en dimension réduite. En dimension Ça, réduite. c'est génial, ça. Oui. Il y en a une qui fume, là. Ça, c'est une locomotive anglaise, une Blackfire. Elle Du long- fume, elle limite fume pour langue de vrai. et- Oui, Scottish, oui, oui. Elle a plus de 40 ans, celle-là. Alors, elle a 40 ans à cette Oui. taille. Oui, Ah, oui, elle a pas... Ah, oh là, ça fume. Ouais, ah oui. Qu'est-ce que vous réglez, là? Et donc ici, on a une chaudière sous pression. Ouais. Et donc on arrive à la pression maximale. Et donc pour éviter que ça explose, on a un organe de sécurité qui dégaze le surplus de Ah, pression. la soupape. Voilà. Chevaucher un train miniature, ça, c'est un rêve de gosse, ça. Ah, totalement. Hein. On l'a devant, on le commande. On a tout ici tous les cadrans, tous les manomètres et les vannes qui permettent de commander. Il n'y a plus qu'à jouer. Oh, je le crois pas. Et ça avance tout en douceur. Ah, c'est génial. Et c'est génial. Je suis jaloux. Chargement de charbon. Elle est prête? Bah, comment? Ah, mais c'est marrant parce que... Alors, attendez, c'est du charbon à l'échelle? Ben, c'est de l'anthracite. Et alors, c'est du diamètre du 20-30. Avec cette dimension-là, il n'y a pas de problème. Mais comment vous faites pour trouver le charbon pile-poil de la bonne dimension? Surtout maintenant, ben, il vient de Pologne. De Pologne? Ouais.
c'est encore eux. En Belgique, on n'en trouve plus. Ah ouais? En France, c'est pas du très bon parce qu'il y a beaucoup de sortes de charbon. Ne critiquez pas le charbon français, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais tantôt, j'avais un morceau. Il y a du charbon presque tout jaune. Donc, c'est du soufre. Ah. Et là, c'est très mauvais pour l'ambiance et le... Il y a du soufre dans le charbon français. Ouais. Dans tous les charbons. Hein. Et alors, ça consomme combien de kilos de charbon au 100? Avec ça, on fait, disons, 2 heures. Ça dépend le nombre de personnes qu'on a derrière, etc. Donc 10 kilos, 2 heures, ça nous fait un petit... c'est une loco à 5 kilos l'heure. 5 euros, ouais, une Ah, moyenne. quand même? Et c'est très puissant? Ça peut tirer jusqu'à combien, ça? Ici, on a fait déjà des essais. On était à peu près à 1 tonne. 1 tonne? Ah, c'est quand même puissant, hein? Et vous savez quoi? Parmi tous les métiers, hop, que je vois autour de cette voie ferrée, celui que je prendrais, c'est le sien. Parce que c'est juste bouger le niveau, comme ça. Tac, tac. Ouais, mais on échange à un moment. Ah ouais? Ouais, on échange. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez la voie au niveau exactement? C'est ce qu'on appelle le devers. Donc, dans toutes les courbes, on vérifie que ça penche dans le bon sens et on fait le kilomètre et demi de réseau comme ça. Tous les 20 cm, on vérifie et on fait repencher. Ok. Et le ballast, il est à l'échelle aussi? C'est des cailloux qui reproduisent les vrais gros cailloux du ballast? Plus ou moins. Alors, c'est pas vraiment à l'échelle, mais c'est la même fonction, en plus petit forcément, puisque le vrai ballast, ça va être des blocs gros comme ça. Et moi, ce qui m'épate, c'est la finesse des rails. C'est très très fin, on a l'impression presque que c'est fragile. Pas tant. Pas tant? C'est quand même 1 cm d'acier sur 3. Ouais. On peut mettre 250 kg dessus avant qu'il commence à plier. Ah ouais? Chaque roue pourrait avoir 250 kg avant qu'on commence à plier. Et c'est marrant de voir des jeunes se passionner pour les vieux trains comme ça. Comment vous expliquez ça? Il n'y a pas que la passion du train, il y a aussi la passion de la technique qu'il y a derrière. Ah ouais? C'est ici que j'ai appris pas mal à souder, disquer, tout des trucs comme ça. Donc c'est ça aussi qui est chouette ici. Et souder, disquer, c'est votre truc? Ouais. Vous savez que ça me tente un peu. Ah, je peux bien comprendre. D'ailleurs, moyen de te passer une envie, c'est du CD, hein. Donc alors? Donc tu prends la pelle chargée de charbon, tu la rentres à fond dans le foyer et puis tu la verses à gauche. Attends, elle a fait une sorte de paix. C'est le compresseur pour les freins. Mais de fait. Alors, donc, la pelletée de charbon. Oh, c'est génial. Et là, maintenant, tu prends la grande manette en bois devant toi, tu vas légèrement vers la droite et à un moment, la machine va partir toute seule. Moins, réduit. Ah, c'est génial. Voilà. Oh là là. Et c'est tout en douceur? Ah oui, la vapeur, c'est très doux. La vapeur, c'est très doux. Oh, c'est génial. Et c'est à vapeur. C'est parfaitement comme une vraie machine. Mais c'est dingue parce que ça paraît presque ridicule, mais c'est génial. Et je sais pas vous dire pourquoi. Et voilà. Et vous savez que c'est la première fois de ma vie que je conduis une locomotive. Et qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'adore. J'adore. Je pense que vu d'extérieur, ça paraît bête, mais j'adore. Et alors, on peut monter jusqu'à quelle vitesse, là? Alors, nous, notre réseau, il est limité à 10 à l'heure. 10? Ouais. C'est folie. En fait, je cherche pourquoi c'est aussi agréable. En fait, je pense que c'est parce qu'on... Déjà, il y a le côté organique de la vapeur, il y a un côté vivant. Et puis, je monte dans le petit train de mon enfance, quoi.
Il y a quelque chose de lié à l'enfance. C'est ça, je suis monté dans le petit train de mon enfance. Ce que j'aime bien chez les Belges, c'est qu'on n'a pas honte de s'amuser. Ici, on joue avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Et côté train, ça fait des années qu'on me conseille d'aller voir à Anvers, en Flandre. À Anvers, il y a l'Escaut, calme, puissant. Anvers, c'est comme une force tranquille, une élégance. Il y a l'histoire, le charme et surtout la gare. On m'avait parlé d'un chef-d'œuvre, d'une cathédrale ferroviaire. Allez, non, c'est... Ça, c'est de la gare, hein. C'est pas une gare, c'est un palais. Façon Renaissance italienne, avec son escalier d'apparat, ça. Le hall, majestueux, est fait de 20 variétés de marbre, provenant toutes de Belgique. La gare mélange les styles. Il y a de l'art nouveau, du baroque et une incroyable verrière qui s'étend sur 186 mètres de long au-dessus des voies. Véritable prouesse technique pour la fin du 19e siècle. Mais je ne vais pas prendre le train tout de suite, car à Anvers, il y a d'autres joyaux. Il y a même des diamants. Beaucoup de diamants. Anvers en est la capitale mondiale. Aujourd'hui, environ 84% des diamants bruts du monde entier transitent par la ville, soit des dizaines de milliards de dollars d'échanges. Donc évidemment, attiré par ce qui brille, j'ai voulu aller à la bourse des diamants. J'ai les chaussures qui crissent. Alors en fait, c'est pas du tout une bourse comme on l'imagine. En fait, c'est très calme. C'est un peu comme une bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Alors, je peux venir? Je peux vous déranger? Bien sûr. Asseyez-vous. Je suis très impressionné parce que tout le monde parle à voix basse ici. C'est très calme. Ce sont des discussions très privées. Yes. On ne veut pas que les gens puissent entendre combien je propose ou combien elle souhaite vendre. C'est entre elle et moi. Et là, vous avez déjà fixé le prix? Pas encore. Elle est encore 2% trop chère. Ah oui? 2%? 2%. Vous voulez voir la pierre? Yes. Oh là là. Et ça... Bon, alors moi, je connais pas grand-chose en diamant, mais ça a l'air magnifique. C'est une belle pièce, ça? Ça l'est. C'est un 3 carats. Alors, 3 carats, ça veut dire quoi exactement? 1 carat, c'est 0,2 grammes. C'est une question de poids. Et donc, vous importez des diamants et quels sont vos métiers? En fait? Moi, je vends à des clients dans le monde entier et à des fabrikantes. Elle fabrique des diamants et moi, j'achète ces diamants au poids pour les vendre à mes clients. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça? J'ai aussi des plus petits comme ça. Ils sont utilisés pour les grandes marques d'horlogerie, pour sertir des bagues ou des bracelets. Mais les mieux taillés sont destinés aux montres. Et alors, évidemment, la première question qu'on a envie de vous demander, c'est ça vaut combien un petit diamant comme ça, alors que là, il y en a des dizaines et des dizaines? Ce n'est pas si cher. Combien? Vous pouvez en avoir quelques-uns pour $80, donc ce n'est pas si cher. $80 pour un? Pour un seul. Ah, un seul de ces petits diamants-là,
c'est 80 $. Oui, mais ils sont parfaitement taillés. Vous devez imaginer à quel point c'est difficile de tailler de si petites pièces pour obtenir un résultat parfait. Et là, il y en a combien? 300, je dirais, dans les 300. 300. Vous êtes en train de faire le calcul. Pour combien on en a ici? 300, disons, combien vous m'avez dit? 3 fois 8, Autour de 24 000 $. Voilà. 24, il y en a pour 24 000 $. Dans votre petite enveloppe, là. Mhm. Le 3 carats que vous avez vu avant est autour de 90 000 $. 90 000 $. Exactement. Mais je ne l'ai pas acheté parce que je le propose 2% de moins. 2%, c'est pas beaucoup. Je ne vais pas descendre en dessous de 2%, non, je ne peux pas. Donc c'est un non. Exactement. Mais on peut trouver un terrain d'entente. On est encore en négociation. On peut toujours négocier les termes du paiement. Donc plutôt que de payer dans 60 jours, je peux essayer de la convaincre que je vais régler la semaine prochaine. Si elle veut faire affaire avec moi, elle pourrait aller dans mon sens. OK. Mais bon, il voudrait 2%. Vous vous dites on peut faire à moitié, on voit bien comment ça va finir. Ça va finir à 1%. Peut-être. On verra. 2%, c'est beaucoup d'argent sur une si grosse pierre. Quand vous achetez des diamants comme ça, vous avez toujours besoin de les voir physiquement? Oui, et je vous explique pourquoi. Chaque diamant a sa spécificité. Il n'y a pas deux diamants identiques. Chaque diamant est un produit de la nature. Donc, au-delà du certificat, il faut toujours le voir de ses propres yeux, pour voir s'il a ce pouvoir, s'il me sourit. S'il ne me sourit pas, je ne vais pas vouloir l'acheter. Et donc celui-là, il vous sourit ou pas? Oui. Oui, j'aime beaucoup celui-ci. Sinon, je ne serais pas là à négocier. Mais vous vous déplacez avec des fortunes sur vous, alors? Oui, mais on ne s'éloigne pas trop de la bourse. On reste dans le quartier. On va d'un bureau à l'autre, on se rencontre ici, dans cette salle, mais on ne se promène pas dans les rues. De toute façon, le quartier est totalement sécurisé. Il y a plein de voitures de police à l'entrée, à la sortie, donc on ne risque rien ici. Et si, par exemple, là, maintenant, je mets ce diamant dans ma poche et je m'en vais, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous courrai pas après, mais la sécurité vous arrêtera. Vous ne pourrez pas sortir. Mais essayez. C'est fascinant. C'est très intéressant. Mais je sens votre joie et votre plaisir à parler de tout ça. Oui, on adore ça. C'est quelque chose qui nous passionne vraiment. Parce que c'est unique, très rare. Peu de gens dans le monde ont la chance de travailler dans les diamants ou l'opportunité d'avoir accès à ce milieu. Et c'est difficile de rentrer dans ce milieu? Vous devez avoir de la famille qui y travaille, ou bien vous faire parrainer pour espérer devenir négociant en diamant. Ah bon? Seul un membre de la bourse au diamant, qu'il soit d'Anvers, de New York, de Tel Aviv ou de Johannesburg, seul un membre de la bourse peut conclure un accord sur une poignée de main. Pas besoin de reconnaissance de dette ou de contrat, rien. Je peux lui donner un diamant comme ça, simplement sur sa parole. C'est une garantie parce qu'elle est membre de ce club. Si elle ne me paye pas, elle est directement exclue du marché mondial. Tout le monde le saura. Tout le monde? Tout le monde le saura. Et elle sera exclue et ne pourra jamais revenir sur le marché du diamant. Ah, c'est incroyable. Bon. Bienvenue dans notre monde. Bon, ce n'est pas encore aujourd'hui que je repartirai avec un diamant, mais le monde des Belges ne manque pas de perles. Et accessible. L'une d'entre elles, c'est la côte, oui. On oublie souvent que la Belgique, c'est aussi la mer, la plage. Alors, on n'est pas sur une eau turquoise et des poissons multicolores, mais il y a un charme, une lumière, une ambiance. Bref, c'est la côte belge. Une côte qui, tout du long, a ses rails, pas comme les autres. Alors ça, vous vous dites c'est un tramway comme les autres? Eh bien en fait non. Il n'est pas comme les autres, parce que c'est le plus long tramway du monde. C'est pas rien. Un tramway qui longe toute la côte belge. 67 km, 65 arrêts, et le tout en 2 heures. Ce qui n'est pas si long. Il est rapide. C'est le tramway du quotidien
avec un petit air de vacances. J'ai voulu le prendre avec quelqu'un qui a une vraie tendresse pour la côte. Il s'appelle David Gueuse, il est humoriste et en plus, il est belge. La côte, il l'aime à sa façon, en s'en moquant un peu, comme on aime râler sur une vieille copine. Là, on commence à bien longer la côte. Qu'est-ce que vous pensez de votre côte belge, les Belges? Là, nous, on aime bien s'en moquer. Donc Ah, vous vous en moquez? Ouais, parce que c'est probablement la plus petite côte du monde. Tu vois, elle fait 70 km, 70, comme on dit chez nous. Ouais. Ils en ont fait un truc, ils l'ont abîmé. Quoi. Ah. Ouais, dans les années 60-70, par là, ils ont urbanisé tout le bazar et ils ont mis tous les bâtiments mais monotones sur la digue. Ouais. Et donc, c'est des espèces de grandes grilles, comme ça, c'est des barbecues. Donc, la côte chez nous, c'est une côte au barbecue, tu vois. Et ils l'ont grillée, tu vois. Ah oui, vous l'aimez bien, votre côte, dis donc. Non, mais c'est comme ça qu'on en rigole, mais une fois qu'on y va, on s'y plaît bien. Alors, moi, il y a un truc que j'ai du mal, parfois, à comprendre tout de suite, ou en tout cas de quoi il est fait, c'est l'humour belge. Alors, qu'est-ce que c'est l'humour belge, qui est un peu différent de l'humour français? Ça, c'est vraiment une question de français. Ah oui? Oui, parce qu'un Italien, un Allemand ou un Scandinave, il ne va pas la formuler comme ça. Parce qu'il va la formuler dans sa langue. Ah. Tu vois le doute que tu as eu là? Ouais. Ah ben ça, c'est une caractéristique de l'humour belge. Ah, c'était une blague, ça? Oui. Tu vois? Voilà. Ben donc, je comprends pas tout à fait l'humour belge. J'ai toujours ce petit temps de réaction. L'humour belge, c'est susciter le doute chez l'autre. Donc, en fait, l'humour belge, c'est quand on se demande si c'est une blague. C'est ça? Le Français, quand il est devant un Belge, il essaie de le comprendre. Et il dit, le type qui est devant moi, là, est-ce que c'est un pur génie ou est-ce que ce type, il est complètement con? Et souvent, la deuxième théorie n'importe. Et pourquoi le Belge veut jouer à l'imbécile? Il veut pas se faire passer pour un imbécile. Jouer à l'imbécile, c'est très confortable. Parce que tu vois, d'abord, tu déroutes celui qui est en face. Ouais. Et en plus, si même toi, tu es un imbécile, ça te donne l'excuse que tu joues. Donc c'est une bonne position. Dans tous les cas, tu es gagnant. Ah oui, oui. Oui, c'est vertigineux. Oui, c'est vraiment un ADN d'irrévérence chez le Belge. Et il aime se moquer de tout, et en premier, de lui-même. Par exemple, nous on dit, pourquoi les Flamands ils sortent chez eux quand il y a de l'orage? Je sais pas. Parce qu'ils pensent que Dieu les prend en photo, quoi. Voilà. C'est aussi ridicule que ça, hein. D'accord? En fait, les blagues belges, elles viennent des Belges. Ah. C'est-à-dire que dans les tranchées du Nord, pendant la Première Guerre mondiale, il y a les soldats français avec les soldats belges. Ouais. Et dans les soldats belges, il y a les Flamands et les Wallons. Ouais. Donc les Flamands racontent des blagues sur les Wallons, ouais. Et les Wallons racontent des blagues sur les Flamands. Mais les Français, quand ils rentrent à la maison, ils ne vont pas dire c'est un Flamand qui essaye. Ils vont dire c'est un Belge. Donc les blagues sur les Belges viennent des Belges. Ah, c'est génial ça, je savais pas ça. Voilà. C'est historique ça? J'ai entendu. Alors j'ai pas la preuve, j'ai pas la source, mais apparemment c'est socialement vrai. Ah, c'est génial ça. Ouais. Ah, ça je savais pas du tout. Donc encore une fois, on se moque de nous-mêmes et ça devient une moquerie internationale. Donc on peut continuer à faire des blagues sur les Belges puisque ça vient des Belges. Voilà. Sur la côte du plat pays, visiblement, il se passe quelque chose. Il y a comme un rassemblement, toute une foule qui, malgré la météo, vient sur la plage. C'est le jour de la crevette. Alors ça c'est quand même marrant, cette espèce de ferveur populaire pour la crevette. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment un rendez-vous. La pêche à la crevette à cheval. À Ostende, c'est une tradition ancestrale, vieille de plus de 500 ans. Et c'est comme un spectacle. Des pêcheurs en ciré jaune vont en mer, à cheval, juchés sur de robustes chevaux de trait qui tirent derrière eux une sorte de nasse pour capturer des crevettes grises. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je vous ai vu. Et pour venir vous retrouver, il faut se mettre pieds nus, il fait froid aux pieds. Hein. Ah oui, oui. Et la pêche à cheval, c'est vraiment rare. Moi, j'ai rarement vu ça. En fait, autrefois, on ne pouvait pêcher que 6 mois par an. Et les mois où on ne pouvait pas pêcher, les gens n'avaient pas de revenus.
Du coup, ils ont utilisé les chevaux pour travailler la terre, quand ils ne pouvaient pas pêcher. Ça se faisait partout, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne. Magnifique, bravo. Bon, allez, j'y retourne. C'est beau cette pêche à cheval à la crevette. Et en fait, c'est un des rares endroits où on peut faire ça en Belgique parce qu'ici, le terrain avance en pente douce, comme ça descend légèrement, en douceur, sous la mer. Et donc, les chevaux peuvent avancer là où il y a beaucoup de crevettes sans que ce soit trop profond. Et évidemment, juste après la pêche, ça grignote. Distribution de crevettes près de la plage. On est bien, un dimanche, à croquer des crevettes sur la côte belge. Mais si on aime le train, la sortie du week-end, c'est de l'autre côté de la Belgique, en Wallonie, dans une région vallonnée, là où circule un petit train adorable, juste pour la balade, sur le chemin de fer du Bock. Regarde, il n'y a pas de train. Et traverser des voies, bonjour. Bonjour. On a le droit de traverser des voies en Belgique? Oui. Oui? Bah ici, oui. Parce que, pourquoi ici? Ah bah parce qu'ici on est sur une petite ligne touristique, on est sur une ligne d'une autre époque. Voilà, on fait comme à l'époque. À l'époque, on traversait les voies sur des petits chemins adaptés. D'accord. Voilà, ici. Il n'y a pas un train qui va arriver à toute allure? Non, pas à toute allure, non. Lentement? Lentement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on attend comme train, là? Alors ici, on attend notre autorail pour notre petite balade touristique dans la vallée du Bock. Ouais. On a une ligne magnifique avec plusieurs tunnels, plusieurs viaducs. Et on longe à chaque fois, on croise le Bock, la rivière du coin. Très bien. Et vous avez des très belles casquettes? Oui, mon képi. Le képi? Pardon. Alors, il y a des symboles, qu'est-ce que c'est? Alors là, parce que c'est un ancien képi de la SNCB, donc ici c'est le logo de la SNCB. Ah, c'est donc la Société Nationale des Chemins de Fer belge. C'est un ancien képi qui Ah, c'est un ancien vrai képi? C'est un vrai képi, ouais. De la SNCB? Tout à fait. Ah, dis donc, le voilà. Il arrive. Et il ressemble à l'autorail de mon adolescence que je prenais en France. Tout à fait. Il est belge? C'est fabriqué en Belgique? Oui, c'est fabriqué en Belgique. Ah ouais? Il y avait une compagnie de chemin de fer qui fabriquait des autorails? Il y en avait plein, il y en avait plus qu'on ne le pense. Ah ouais? Et il est beau? Il est tout beau. On en prend soin. Voilà. Génial. Bonjour. Bienvenue. Je vous en prie, entrez. Allez-y. Ah, il est magnifique. Il est fraîchement repeint. Je reconnais un peu le côté formica. Le formica. Le formica de la cuisine de nos grands-parents. Mais de la cuisine de mes grands-parents, exactement. Absolument. Oui. Et les rideaux jaunes aussi, il y avait ça dans les trains de mon adolescence. Absolument, toujours les mêmes. Oui, mais ceux-là, ça a été lavé depuis. Et le formica était facile à nettoyer. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est la cabine du... Comment vous dites ici? Conducteur? Conducteur, oui. Sur les locomotives, c'était le mécanicien. Ici, on appelle le conducteur. Donc vous êtes le conducteur en chef? Je suis conducteur tout court. Très bien, elle est belle cette cabine, puisqu'elle est vitrée. Oui. On vous voit de l'intérieur, c'est comme une espèce de spectacle. Très apprécié par les voyageurs parce que c'est panoramique et donc peuvent profiter du voyage beaucoup mieux que dans les trains modernes. Ça, c'est vrai. Et moi, j'avais pas ça dans les trains de mon adolescence. C'était pas comme ça. D'accord, c'est bien. C'est agréable pour le conducteur d'être vu de tous comme ça? Oui, on n'a rien à cacher. Hein. D'accord. Bon, et on va partir bientôt, vous pensez? Oui, on va attendre l'ordre de notre chef de bord. Il va fermer les portes et puis on va pouvoir démarrer. Très bien, on est impatient que ça bouge. Le train s'en va tranquillement. Le plaisir, c'est juste de passer un petit moment avec des passionnés, sympas, accueillants, avec lesquels vous vous sentez tout de suite en famille.
En roulant dans cette région vallonnée, m'est venue une question. En Belgique, on parle souvent du plat pays, mais visiblement, il existe aussi un pas très plat pays. Il y a donc sûrement quelque part un sommet, le plus haut sommet de Belgique. En général, personne ne s'y intéresse, alors évidemment, je suis allé voir. Et bien le voilà, ça, c'est le point culminant de la Belgique. 694 mètres, ici. Et c'est vrai qu'il fait un petit peu plus frais, on supporte bien la doudoune. Alors vous allez me dire, ça c'est le point le plus haut, mais alors qu'est-ce que c'est que cette butte-là? C'est un peu plus haut. Eh bien ça c'est le clin d'œil belge. Parce qu'en fait, 694 mètres, ça sonne pas très bien. Donc l'idée, c'est de rajouter un peu de hauteur, de rajouter de l'escalier, et grâce à une performance d'ingénierie modeste, eh bien, on atteint l'altitude de 700 mètres. Voilà. Et là, on est à la montagne. Et voilà, découvrir la Belgique, c'est comme ça. Une succession de petits plaisirs, de clins d'œil. Voyager en Belgique, c'est comme déguster une boîte de gourmandises.